Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu une vidéo que j'ai déjà publiée sur une autre chaîne, mais malheureusement, ce business-là qu'on avait créé avec Vincent, et on a dû l'arrêter. Je t'expliquerai sûrement ça une autre fois dans une autre vidéo. Mais néanmoins, le contenu de cette vidéo était vraiment intéressant et je trouvais ça dommage que ça se perde dans les méandres de YouTube sans que tu puisses en profiter. Dans la vidéo, tu vas voir que il y a un autre logo et je parle d'un autre site qui s'appelle 24heurstrading.pro. N'essaye pas d'accéder au site parce que le site est fermé. Je te raconterai toute l'aventure, donc toute cette aventure de ce business-là dans une autre vidéo. J'explique ici dans cette vidéo comment fonctionne de manière simple les bases de l'investissement en bourse traditionnel. Investir en bourse, qu'est-ce que c'est? Alors, investir en bourse, il faut savoir que c'est quelque chose de très générique. D'accord? Il y a diverses manières de pouvoir investir en bourse pour obtenir des résultats également très différents. Ici, je vais parler des bases, donc ce que la majorité des gens comprennent quand on dit qu'on investit en bourse. Okay. Donc pour les trois quarts des gens, lorsqu'on investit en bourse, c'est lorsqu'on a de l'épargne, qu'on a de l'argent de côté, qu'on a durement travaillé, qu'on a durement épargné, qu'on veut que cet argent il travaille pour nous. Okay. Et cet argent-là, on veut le placer à long terme. Voilà, au minimum 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et même peut-être pour qu'il puisse travailler pour nous, pour notre pension. On se dit, bah oui, on connaît l'immobilier, etc., mais il y a aussi la bourse. Et lorsqu'on veut investir en bourse, trois quarts des gens, ce qu'ils se disent, bah, c'est qu'on va acheter par exemple des actions, on va acheter de l'Apple par exemple, du Netflix, moi je parle un petit peu des actions américaines qui sont très connues, et on va acheter des actions là-dedans et on va attendre que ça prenne de la valeur dans le temps pour que l'on puisse gagner de l'argent. Les gens ne comprennent pas tout à fait bien ce que c'est que d'investir dans une entreprise, etc. Okay. Donc, lorsqu'on a de l'argent et qu'on se dit qu'on veut investir en bourse, qu'on veut acheter une action Apple, par exemple, en fait, en réalité, ce qu'on achète, c'est une micro-partie. Donc c'est une infime partie de l'entreprise d'Apple. Donc lorsqu'on investit chez Apple, ben, en fait on est en action, on achète des actions Apple, on achète des petites parties d'Apple et on devient donc micro-propriétaire d'Apple. Okay. Donc forcément, si l'entreprise, il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir dedans, qui veulent acheter des actions, comme le nombre d'actions est limité, ben, le prix des actions a tendance à monter. C'est comme l'offre et la demande. Et donc forcément, dans le temps, surtout quand plus l'entreprise fait des bénéfices, etc., bah dans le temps, l'entreprise, elle risque de prendre de la valeur et donc forcément, l'investissement que l'on a fait risque de prendre de la valeur. Il faut savoir également que plus on va obtenir des parts d'une entreprise, plus on pourrait avoir un poids dans la prise de décision de celle-ci. On parle souvent des investisseurs qui demandent des comptes, qui demandent des bilans des entreprises, etc. pour savoir comment elles vont financièrement. Ben, c'est sûr que quand tu possèdes une partie d'une entreprise, tu veux savoir comment elle évolue. D'accord ? Et donc, il y a même des personnes, même des entreprises, des gros groupes qui viennent acheter énormément d'actions d'une entreprise pour carrément en prendre possession, en prendre le contrôle. Okay, donc ça c'est parce que lorsque tu as un certain pourcentage de la quotité complète d'une entreprise, tu peux en prendre le contrôle. Donc les gens ils disent bon voilà, on va acheter une micro partie d'une entreprise, par exemple Apple, et il peut se passer deux choses dans le temps. Alors ou l'entreprise elle prend de la valeur en bourse, ou elle en perd. Et donc forcément, dans le temps, on aura ou un gain ou une perte. Alors, en fait, en réalité, on n'a ni perdu l'argent, ni gagné l'argent tant qu'on n'a pas vendu. C'est une valorisation fictive dans le cas où on viendrait vendre les actions, donc on vient vendre la petite partie de l'entreprise que l'on possède. C'est pour ça que je mets ici sur l'image, que je mets ça en fait en petit nuage, c'est vraiment pour expliquer que c'est une projection. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent entre la différence entre aïe 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 j'ai perdu de l'argent parce que j'ai investi dans Apple et que actuellement par exemple c'est le crash boursier, et ils se disent oui j'ai perdu de l'argent. En réalité c'est le placement qu'on a fait qui a baissé en valeur, d'accord, mais tant qu'on n'a pas vendu la partie de l'entreprise que l'on possède, quelque part, on n'a pas encore perdu d'argent. Si on a encore
un certain nombre d'années qu'on peut attendre, le marché pourrait très bien se redresser et reprendre de la valeur. Ça, c'est la première partie, la partie la plus commune, ce que les gens ils connaissent le plus et qu'ils disent ouais, moi j'achète, c'est pour que l'action elle prenne de la valeur. Mais il y a également, et ça c'est un petit peu le placement un peu plus long terme, un peu plus père de famille, etc., dans des entreprises qui sont profitables, c'est les systèmes de dividendes. Une entreprise, lorsqu'on possède une petite partie de ses actions, forcément, elle va vouloir nous rémunérer pour le capital qu'on lui prête et pour les risques que l'on prend dans son entreprise. Et donc, chaque année ou tous les 3 mois, ou voilà, ça dépend un petit peu des entreprises, lorsqu'elles font du bénéfice, elles peuvent décider de partager une partie de ce bénéfice-là par rapport aux actionnaires. Et ça n'a rien à voir avec la plus-value, la moins-value d'une entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, elle peut très bien en bourse avoir perdu de la valeur parce qu'elle est un peu moins à la cote pour l'instant. Il y a moins de personnes qui veulent acheter des actions de cette entreprise-là. Donc forcément, l'offre et la demande fait que la valeur de l'entreprise pourrait venir à diminuer. Et même en dessous de la valeur à laquelle on a acheté. Mais c'est pas grave, on n'a pas vendu, mais néanmoins l'entreprise elle fait des bénéfices et donc l'entreprise elle peut nous partager une partie de ces bénéfices-là et donc on va toucher de l'argent, donc une espèce de rente par rapport à l'argent qu'on lui a prêté et à la partie de l'entreprise qu'on possède. Et cet argent-là, on peut très bien en fait le réinvestir systématiquement dans l'entreprise à laquelle on a acheté par exemple des actions. Ce qui va faire en fait un intérêt composé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va retoucher des intérêts, on va réinvestir dans l'entreprise. L'entreprise va nous rémunérer de nouveau sur l'argent qu'on lui a prêté. Comme on lui a prêté plus, on touchera plus de dividendes. Et alors au fur et à mesure, en fait, la boule financière va grossir au fur et à mesure. Okay, et donc ça peut vraiment permettre à long terme d'obtenir, donc de faire grossir évidemment fortement le capital, mais également de pouvoir obtenir des rentes, un peu comme de l'immobilier. On possède des actions d'une entreprise et l'entreprise chaque année va nous reverser des dividendes. Et ça sans même devoir vendre l'action. Okay, et alors évidemment, bien plus tard, si on le désire, lorsque l'action aura remonté ou qu'elle aura atteint un plafond qui nous intéresse et qu'on ne veut plus obtenir donc une partie de cette entreprise-là dans notre portefeuille, on peut très bien vendre et prendre ou nos bénéfices ou nos pertes si la valeur a diminué. Alors dans le cas où on a de l'argent à placer à 10 ans, il serait assez risqué d'investir dans une seule entreprise. Imaginons qu'on va prendre, on a 10 000 euros, on va investir 10 000 euros dans Apple, c'est une entreprise, c'est un marché et on ne sait pas ce qui peut se passer dans les années qui arrivent. Apple peut très bien avoir des difficultés et on peut très bien, Apple peut faire faillite, elle peut être battue par une autre entreprise. Prenons un exemple qui est assez connu, c'est il y a quelques années d'ici, Nokia par exemple qui était le leader du téléphone et pas des smartphones. Les téléphones se sentaient indétrônables, ils étaient ultra cotés, l'entreprise était plus que florissante et donc forcément la valeur montait, elle pouvait verser des dividendes, etc. Mais du jour au lendemain, il y a peut-être une entreprise qui peut venir et disrupter le marché, donc ça veut dire vraiment un concurrent qui vient avec une nouvelle approche et qui va complètement perturber les performances de ses concurrents et donc là forcément on pourrait perdre énormément déjà de valeur sur l'action qu'on a achetée. Et de 2, l'entreprise pourrait venir à faire faillite ou à ne plus devenir rentable et donc elle ne paiera plus de dividendes. Donc notre investissement s'évaporera en fumée. C'est pourquoi c'est extrêmement important de se diversifier lorsque l'on désire faire un investissement à long terme. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un horizon 10, 15, 20 ans, 30 ans. Okay. Nous, on peut très bien mourir demain, les entreprises, c'est exactement pareil. Et donc, l'idée, c'est de diversifier, donc d'acheter, on peut très bien acheter plusieurs actions d'entreprises différentes, dans des secteurs différents, ce qui va permettre de lisser le risque. Alors évidemment, les gains aussi, si on a une entreprise qui performe vraiment très fort une année, forcément, nous, comme on n'aura pas tout mis sur cette entreprise-là, on va avoir moins de gains, mais néanmoins, on va vraiment pouvoir lisser la courbe de performance
et sécuriser en fait les performances à long terme du portefeuille d'investissement que l'on a fait. Alors, outre les actions, il existe également un autre type de placement long terme qui est assez aussi utilisé par les particuliers, c'est ce qu'on appelle les obligations. Quelle est la différence entre une action et une obligation? Comme j'expliquais tout à l'heure, donc une action possède une micro-part d'une entreprise, et dans le cas d'une obligation, ce n'est pas en fait une part d'une entreprise qu'on possède, c'est en fait une partie d'un crédit, une partie d'une dette qu'une entreprise ou un État a. Imaginons que par exemple une entreprise, reprenons Apple ou prenons la France comme pays, prenons la France, a besoin d'argent parce que la France a besoin, suite à une crise comme le coronavirus, veut pouvoir investir dans, je sais pas moi, un nouveau chemin de fer, etc. Et forcément, elle n'a pas le capital pour le faire. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller mettre une obligation sur le marché. C'est-à-dire, ben voilà, nous, on veut un crédit de X milliards, 10 milliards d'euros, et on va rétribuer cet argent-là. Donc, on va donner un intérêt sur l'argent qu'on va emprunter. On va donner par exemple 1% d'intérêt à toutes les personnes qui vont nous prêter de l'argent. Donc ça, c'est une obligation, ça va sur les marchés, et donc tout le monde peut aller donner son argent dans cette obligation-là, qui est donc le crédit que la France va prendre, et on va toucher en contrepartie 1% de l'intérêt. Donc en fait, on va retoucher l'intérêt que la France est prête à donner pour ce crédit-là. Okay. Donc c'est une très grosse différence entre les actions, c'est qu'ici vraiment c'est une partie de crédit qu'on possède, tandis que dans les actions c'est une partie d'une entreprise. Alors ce qu'il y a, c'est que le taux d'intérêt à la base est fixe sur un crédit, d'accord? Donc il y a très peu de chances que, en tout cas tout du moins, la rente qu'on va obtenir risque de fluctuer beaucoup moins fort que les dividendes dans le cas d'une entreprise. D'ailleurs, toutes les entreprises ne font pas spécialement des dividendes. Par contre, forcément, dans le cas d'une obligation, on touche toujours des intérêts sur l'argent qu'on a prêté. Donc, on obtient toujours une rente. Alors, bien sûr, la valeur de l'argent qu'on a prêté, par exemple en France ou à une autre entreprise dans le cas d'une obligation, peut fluctuer. Pourquoi? Parce que les gens qui rentrent sur le marché, il y a toute une série d'obligations différentes sur les marchés et même des obligations. Par exemple, pour les crédits pour la France, il peut y avoir des crédits qui ont été contractés en 2008, des crédits qui ont été contractés en 2020, dans des conditions différentes, avec des taux d'intérêt différents. Et forcément, on sera prêt à mettre moins d'argent pour une dette qui est remboursée à du 1% que pour une dette qui sera remboursée à du 2%. D'accord ? Donc on risque également d'avoir une fluctuation dans les prix de la valeur d'une obligation. Mais voilà, ça a tendance souvent à être considéré comme un peu plus sûr, parce que là, forcément, si c'est une obligation d'entreprise ou même d'État, en fait, ça va plus être la valeur de l'entreprise ou de l'État qui va influencer très fort la valeur de l'obligation. Ça va vraiment être le taux d'intérêt de l'obligation, l'offre et la demande, et on part sur quelque chose qui est considéré comme moins risqué et moins fluctuant que dans le cas des actions des entreprises. Alors forcément, les intérêts risquent d'être aussi également plus faibles que les dividendes qu'une entreprise peut nous apporter. Okay. Donc l'idée, c'est de diversifier aussi bien en actions, en obligations, dans diverses aussi monnaies, puisque les monnaies peuvent également fluctuer, pour pouvoir donc investir en bon père de famille. D'accord ? Et surtout à long terme, 10, 15, 20 ans. Ce que j'expliquais précédemment. Alors, ça peut être compliqué pour des personnes qui connaissent pas les marchés, ce qui est en fait la majorité des gens. On ne connaît pas toutes les actions, on ne connaît pas toutes les obligations intéressantes, les taux d'intérêt. Ça demanderait une formation dans la finance qui est assez énorme. Et souvent, les gens, ils ont du capital à placer, mais ça ne les intéresse pas plus. Et puis, ils n'ont pas spécialement le temps de se former plus que ça. Il y a des produits financiers qui sont créés, qui regroupent automatiquement, qui font un package pour nous directement de
diverses actions, diverses obligations dans lesquelles quand on place de l'argent dedans, on sait qu'en fait directement c'est splitté, c'est divisé dans X%. Donc par exemple prenons un ETF basé sur par exemple des actions technologiques, ils vont le dire, hein, ils vont dire X%, voilà, dans tel ETF, X% de telle action, X% de celle-ci, etc. Et alors du coup on peut également avoir des ETF par thème. On va dire bah voilà, ça c'est un ETF qui est plutôt axé sur les technologies internet, ça ce sont plutôt un ETF sur tout ce qui est usine, entreprise, fabrication. Et donc on sait dans quel domaine on investit et on dilue le risque d'une entreprise en particulier sur l'entièreté ou sur un gros package d'entreprises qui ont fait leurs preuves, et forcément on va obtenir donc à ce moment-là un ratio de gain, une performance plutôt du secteur entier plutôt que d'une entreprise en particulier. C'est la même chose des indices. Lorsqu'on parle d'un indice, par exemple le CAC 40, le BEL 20, le DAX, en fait ces indices-là reprennent l'évolution de la valorisation d'actions d'entreprises du pays. Donc par exemple du CAC 40, c'est les 40 entreprises, plus grosses entreprises valorisées en France. Le DAX, ce sont les entreprises allemandes, et donc en fait ça nous permet de voir en fait l'évolution en bourse des marchés des entreprises de ce pays-là. Alors bien sûr ça ne représente pas l'entièreté de l'évolution du pays, mais ça a été créé pour d'abord pouvoir investir dans un pays un peu plus spécifique, et également pour avoir une vision plus ou moins claire de comment se portent les grosses entreprises de ce pays en question. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vraiment appuyer sur le fait de l'importance de la diversification. Alors, on n'est pas spécialement obligé d'investir que dans du long terme. D'ailleurs, ce n'est pas spécialement que le mieux à faire, mais il faut également, dans cette période d'incertitude, de difficulté, de crise financière, vraiment essayer d'obtenir diverses sources de revenus. Ça peut être des revenus dus à un placement à long terme plus ou moins safe, donc sécurisé, dans lequel on prend peu de risques. Ça peut être également une petite partie de son patrimoine financier ou de l'argent qu'on désire placer dans des investissements un peu plus risqués, comme voilà, du trading. Nous, on fait du trading automatique. D'ailleurs, il suffit d'aller sur 24heurstrading.pro pour que tu puisses découvrir un petit peu ce qu'on propose. Il faut également diversifier dans ces sources de rémunération venant du travail. Ça peut être en faisant en travaillant après journée, ça peut être donc en créant une entreprise. Peu importe les systèmes de diversification que tu vas choisir pour réussir à évoluer financièrement, le maître mot pour pouvoir rebondir dans le cas de situations difficiles comme aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir plusieurs cordes à son arc et de pouvoir bien sûr continuer d'évoluer, et que si une de ces cordes casse, on a les autres pour rattraper le coup. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir donc de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao.